Bonjour, bonsoir tout le monde. Si, ça marche Test, apparemment. test. Yeah, it works. Ça marche pour tout le monde, le vôtre aussi, Gates? 1, 2, ouais, ça marche. Ça marche très bien. Parfait. Allô, allô. Yeah, me too. Merci. Il y a une petite musique, c'est peut-être pas dans le chapiteau. Musique, c'est ici la musique ou c'est dehors? Ok. Merci à tous, bienvenue pour le premier débat de ce 39e festival. Nous allons réfléchir avec vous, comme Yann Stéphan nous l'a demandé, avec vous, avec vos questions, avec vos contributions éventuellement, et avec nos trois invités, à l'invention de la turcité. Qu'est-ce que c'est que la turcité? C'est l'identité turque, pour faire court, identité turque affichée ou revendiquée, ou peut-être même imposée. Je ne vous cache pas que le terme fait débat en lui-même, il a fait débat parmi nous, il va faire débat certainement avec vous, mais peu importe, on va tenter d'y voir plus clair justement sur cette notion de turcité, d'invention de l'identité turque. Pour rappel, la Turquie est une nation jeune, née en 1923 dans un contexte particulièrement... Ça commence mal. Monsieur, vous attendrez qu'on finisse le préliminaire pour prendre la parole? Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. J'ai vu sur Courrier International. Oui. Sur, Écoutez. sur un magazine. Oui. Que la pédophilie était autorisée en Turquie. Oui. Alors qu'est-ce que vous dites? C'est pas le sujet du débat de maintenant, ou alors attendez que les questions viennent au public et puis on écoutera vos... Moi, je ne suis pas défenseur de la République turque ni de qui que ce soit, de toute façon. Voilà. Donc, c'est complètement hors sujet en plus. Donc, je reprends. La Turquie est une nation jeune, née en 1923 dans un contexte particulièrement troublé, peut-être plus troublé encore dans cette région du monde, le Moyen-Orient, qu'en Europe. C'était la Première Guerre mondiale ici, elle s'est prolongée encore de nombreuses années là-bas, et la République turque a été fondée sous la houlette d'un homme exceptionnel, loué notamment par le général de Gaulle, qui dit s'en être inspiré. C'était un stratège militaire reconnu, c'était un politicien visionnaire qui s'appelait Mustafa Kemal et qui fonda donc la République en remplacement de l'Empire ottoman, et qui prit plus tard le patronyme d'Atatürk. Nous y reviendrons, mais ce n'est pas anodin puisque cela signifie le père des Turcs. De l'Empire ottoman qui couvrait un très large territoire, englobant quasiment toute la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Rouge, et donc de très nombreux peuples aussi, on est arrivé à un pays qui s'est limité géographiquement à la péninsule de l'Asie mineure, ou l'Anatolie, et un tout petit bout de la Thrace, c'est-à-dire l'extrémité orientale des Balkans, et qui s'est appelé donc la Turquie, autrement dit, le pays des Turcs. Comment et pourquoi en est-on arrivé à une définition aussi restrictive, aussi exclusive de turco-turc, on peut dire, de ce pays? Sa composition ethnique a-t-elle été autant bouleversée par la guerre qu'il ne resta plus soudainement que des Turcs dans le pays? Bien sûr que non, vous le savez, même si on sait aussi que le génocide des populations arméniennes de l'Empire ont quasiment disparu de cette zone d'implantation très ancienne, hein. Mais nous verrons que ce n'était pas le seul génocide qui survint à cette époque et dans cette région. Le socle sur lequel s'est constitué le jeune État turc à l'époque est celui qui était en vogue au début du siècle dernier en Europe, à savoir celui d'un État-nation, modèle dont on sait combien il a échoué et combien de mal il a fait également. L'un des slogans presque officiels d'ailleurs de la Turquie d'Atatürk était « Quel bonheur pour celui qui se dit turc, ne mutlu Türk'üm diyene ». On peut imaginer combien cela fait plaisir à ceux qui ne se retrouvent pas, qui ne se reconnaissent pas dans cette origine ethnique turque. Il faut d'ailleurs rappeler que les Turcs ethniques ne sont arrivés en Anatolie qu'il y a moins de 10 siècles, c'est-à-dire
bien après la plupart d'autres peuples déjà présents sur tout ou partie de ce territoire, les Kurdes, les Arméniens, les Syriaques, les Arabes, entre autres, les Roums bien entendu, Roums étant le terme pour parler des grécophones orthodoxes qu'on résume sous la dénomination de Grecs, bien qu'ils ne soient pas grecs. Avant de poursuivre, donc, je vais vous présenter nos invités. David Selim Sayers. Bonjour. Bonjour. Merci Et beaucoup. je fais une petite présentation biographique à compléter si nécessaire. David Selim Sayers enseigne la turcologie à l'Université d'État de San Francisco et les relations internationales à l'Université du Bosphore à Istanbul. Il a publié plusieurs ouvrages, de nombreux articles, et il prépare actuellement un livre qui est en plein dans notre sujet, qui sera intitulé « L'État turc et ses multiples nations ». I speak a little bit of French, so after the talk I can take your questions in French, but right now, to be precise, I want to talk in English. Thank you very much for inviting me on this panel, and I'm happy to speak on a panel about diversity together with 4 other white men talking about the diverse populations of Turkey. Oui, il faut que je traduise. Pardon. Oui, pardon. Donc je parle un peu français, donc je vous le dis comme ça, si vous voulez parler avec moi tout à l'heure, je peux vous parler en français, mais pour être plus à mon aise, je vais m'exprimer en anglais ce soir. Et je suis très heureux, puisque nous parlons ce soir de diversité, d'être assis sur cette scène avec 4 autres mâles blancs. Merci. Ensuite, je voudrais vous présenter Gaïdz Minassian, journaliste au Monde. Il enseigne également à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et il est auteur de nombreux ouvrages sur l'Arménie et la région du Sud-Caucase, notamment Guerre et terrorisme arménien. Bonjour Gaïdz. Et enfin, Étienne Copeau, un ami, un vieux complice presque, qui est à l'origine géographe, d'où son premier livre, je crois, Une vision turque du monde à travers les cartes. Il est auteur d'une thèse sur l'enseignement de l'histoire en Turquie, qui a été publiée sous le titre Espace et temps de la nation turque. Il a collaboré avec le groupe d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Et enfin, il a publié Chypre divisé. Il anime aujourd'hui un blog qui s'appelle Susam Sokak, sous-titré Les racines du temps présent. Alors, pour des raisons de chronologie, je voudrais commencer avec David Selim Sayers et lui demander, quand j'aurai trouvé ma ligne, je n'ai pas réussi à trouver l'imprimante, mais on va se débrouiller comme ça. On parle aujourd'hui d'une quinzaine d'identités ethniques, vivant ou survivant parfois, sous l'aile protectrice, entre guillemets, de la République de Turquie. Combien y en avait-il auparavant, à la fin de l'Empire ottoman? Quel était leur statut? Et à partir de quand, pourquoi ont-ils commencé à avoir des problèmes avec le pouvoir central? L'État ottoman, donc, qu'on n'appelait pas beaucoup encore à l'époque turc, mais l'État ottoman turc. So, if we want to talk about ethnic and religious diversity in Turkey, we need to understand where this diversity is coming from. And in order to understand that, we need to look at the Ottoman Empire, which is the empire that encompassed all of Turkey, most of the Middle East, North Africa, and Southeastern Europe from about the 15th century until the 19th century. Donc, si on veut regarder de près la composition ethnique et religieuse, la diversité, il faut qu'on remonte un petit peu jusqu'à l'Empire ottoman, qui comprenait non seulement la Turquie actuelle, mais aussi une bonne partie du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Europe orientale. The Ottoman Empire was a very old school empire in the sense that this empire became very big during a time when it was not technologically possible for authorities to homogenize the populations that they were conquering.
On peut dire que l'Empire ottoman est un petit peu de la vieille école. Donc l'Empire ottoman, juste pour rappeler les dates qu'il a rappelées tout à l'heure, du XVe siècle jusqu'au XIXe, il s'est construit et il a grandi à une époque où la technologie ne permettait pas à un État d'homogénéiser sa population comme on peut le faire aujourd'hui. As a result, and because the Ottomans were a small clan, they were not a big population inside modern-day Turkey or inside of Anatolia. So they conquered a lot of populations, Christian populations, other Muslim populations that were larger than themselves. So they had to find ways of coexisting and not making the populations very angry, the populations that they conquered. They needed to have a good relationship with their subjects because their subjects were much more than they themselves in number. Donc, en conséquence, les Ottomans étaient en quelque sorte un petit clan. Ils ne représentaient pas une grosse population. Et ils ont donc intégré des populations musulmanes, autres que turques, des populations chrétiennes, beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes en nombre qu'eux-mêmes. Donc ils ont dû trouver des moyens de coexistence pour que leurs sujets ne soient pas en colère contre eux et pour établir de bonnes relations avec ces sujets. As a result, in the Ottoman Empire, especially in the early Ottoman Empire, you don't see so much emphasis on spreading the Islamic religion to conquered people. There's a sort of tacit understanding that people, as far as possible, should continue to live their lives the way they lived before the Ottoman conquest. This becomes especially visible. This approach becomes especially visible with the conquest of Constantinople in 1453. When the Ottomans conquer Constantinople in 1453, Sultan Mehmed II, who conquers the city, forces the diverse populations of the empire to come back and settle in the city because he wants to use the diversity as an advantage. He forces Greek populations, Armenian populations, Jewish populations that had left the city before the conquest. He forces them to come back because he wants to revive the diversity, the power of the Byzantine Empire through the diversity. Donc, dès le début, on voit qu'il n'y a pas d'insistance sur, par exemple, répandre la religion musulmane. Il y a comme une espèce de reconnaissance tacite de la situation qui prévalait jusqu'à présent et avant la conquête. Donc, l'idée, c'est un peu de laisser les gens continuer à vivre la vie qu'ils vivaient avant. On voit bien cette approche, surtout à partir de 1453 et de la prise de Constantinople par le sultan ottoman, qui force les populations autres que turques à revenir habiter à Constantinople. Elles avaient quitté la ville devant l'avancée des armées ottomanes. Et donc, lui, il insiste pour que les Grecs, les Arméniens, les Juifs reviennent en ville pour y vivre et pour la faire prospérer, comme à l'époque de l'Empire byzantin. C'est libre. Il n'y a pas non plus à cette époque, dans l'Empire ottoman, d'insistance sur l'identité turque, ethniquement turque, y compris des dirigeants de la cour, ni quoi que ce soit, n'est-ce pas? At this point, there is no emphasis on Turkishness, on any kind of definition of Turkishness. As a matter of fact, as the Ottoman court becomes more developed and refined over the centuries, they use Turk as a derogatory word, as a bad word for people who come from the countryside and people who are not educated. So they say things like, you know, this guy, he doesn't know how to sit at the table. This guy doesn't know how to eat in a proper way. He's eating like with his hands or something. He's an uneducated Turk. So Turk is like a bad word for the Ottoman elite. Non, il n'y a absolument aucune mise en avant de la turcité à cette époque-là. Au contraire, même la cour ottomane, à l'époque, utilise le mot turc comme un mot tout à fait pour dévaloriser les gens. Par exemple, des gens qui viennent de la campagne ou qui ont peu d'éducation, quelqu'un qui ne sait pas se tenir à table, qui ne sait pas manger convenablement, on dira celui-ci est un turc. C'est un mot mauvaise part.
But we're not talking about a utopia. We're not talking about a country where, you know, Christians and Jews and Muslims were all living equally and they had equal rights and everything was wonderful. Of course, we're talking about a legal system in which Muslims are first-class citizens and everybody else is, in a sense, second-class citizens. They have to pay higher taxes, they have to pay different kinds of taxes, etc., etc. But the Ottoman Empire is interested in finding a feasible way for these different ethnic religious groups to live together. Bien entendu, je ne décris pas là ici une espèce d'utopie, un endroit ou un empire où tout le monde serait, où tous les sujets seraient égaux et où tout serait merveilleux. C'est pas du tout le cas. Le système légal de l'Empire ottoman fait qu'il y a des citoyens ou des sujets de première classe et que tous les autres qui ne sont pas ottomans sont des sujets de deuxième classe, qui doivent payer des impôts plus chers, qui doivent payer des impôts supplémentaires. Mais ils essaient quand même de faire en sorte que le modus vivendi soit faisable. Donc, brièvement, pour terminer sur cette période, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on va dire juste avant que les problèmes ne commencent, il y avait combien de communautés qu'on pourrait appeler aujourd'hui minoritaires, non turques, et comment est-ce que les problèmes ont commencé? Est-ce que les problèmes ont commencé déjà dans la fin de l'Empire ottoman avec l'État central? So basically the way that the Ottomans organized their minorities was along religious lines, not along geographic lines. So for instance, let's say that you belong to the Jewish community. You could be in Istanbul, or you could be in Izmir, or you could be in a different part of, or in Thessaloniki, for example, but you were tied to a central Jewish authority that controlled the community. So you had these religiously separated communities, but inside the cities, geographically, they were mixed with each other. En fait, les Ottomans donc organisaient leur empire sur une base religieuse et non pas du tout géographique. Par exemple, si vous étiez juif, vous pouviez être juif d'Istanbul, d'Izmir ou de Thessalonique, et vous étiez alors sous l'autorité d'une autorité centrale juive, mais qui, à l'intérieur de chacune des communautés, vous étiez sous cette coupe-là. Now, in the 19th century, we started getting the emergence of a nationalist thought among different parts of the Ottoman population. And a lot of this came from problems that these populations had with the Ottoman administration, but also a lot of it had to do with the intervention of powers like France or Russia or other powers that were using the different parts of the Ottoman Empire as a kind of fifth column to build some power inside the Ottoman Empire. For example, the Russian Tsardom, the Russian Empire, was trying to have a close relations with the Greek Orthodox, with the Orthodox population inside the Ottoman Empire. À partir du 19e siècle, le sentiment nationaliste commence à émerger beaucoup plus fortement et les problèmes ne sont pas simplement entre l'administration ottomane et ses sujets, mais aussi elles sont dues à l'influence extérieure de grandes puissances telles que la France ou la Russie, qui utilisent certaines parties de la population ottomane comme une espèce de cinquième colonne pour exercer leur influence. Un exemple, l'Empire russe à l'époque essaye d'établir de très bonnes relations avec les Grecs orthodoxes. On va maintenant se tourner vers Gaïdz Minassian pour lui demander la montée de ces nationalismes, notamment le nationalisme arménien, se traduit par la répression qu'on connaît, le génocide arménien, dont on ne reparlera d'ailleurs sous ce terme que très très longtemps après, des décennies après, et en quelque sorte le socle de la fondation de cette république, ethniquement très homogène. Ce n'est pas d'ailleurs la seule action d'élimination par massacre ou par déportation, ou les deux, de populations non turques qui se produisent à ce moment-là. Les autres n'ont pas non plus été acceptées et réglées aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ça constitue en quelque sorte le péché originel, la malformation congénitale de cette république qui perdure aujourd'hui, se perpétue même peut-être encore aujourd'hui? Alors, fondamentalement, oui.
Voilà, pour répondre clairement à la question, est-ce qu'il y a une pathologie originelle dans l'identité turque? Oui, parce que cet État moderne s'est fondé sur le cadavre d'un peuple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jaurès et d'autres. Mais pour revenir à ce qu'a dit David, l'Empire ottoman à cette époque, fin 19e, début 20e, est, comme vous le savez, l'homme malade de l'Europe. C'est ce que disent les diplomaties européennes à cette époque, qui organisent un peu l'architecture mondiale des relations internationales. Et l'Empire ottoman, on ne sait pas s'il est dans le concert de l'Europe ou s'il est à l'extérieur du concert de l'Europe. Vous voyez le clin d'œil à l'actualité aujourd'hui. Et l'Empire ottoman, les élites ottomanes à l'époque, donc que ce soit le sultan ou les élites plus séculières, ou même des minorités nationales, sont en fait au cœur d'un problème lié à deux dynamiques. La première dynamique, c'est la menace extérieure. Les élites ottomanes sont obsédées par la peur donc, du démembrement. Ils ont perdu la Grèce, les Balkans, ça s'agite, l'Arménie, ça commence à monter, le monde arabe également. Et donc, ils savent que les puissances européennes vont chercher à instrumentaliser les minorités nationales pour répandre leurs idées et casser l'Empire ottoman. Mais à l'intérieur de l'Empire ottoman, sous l'effet d'une dynamique, je dirais, domestique, interne et au départ communautaire, eh bien, vous avez, sous l'inspiration des idées, notamment de la Révolution française ou la Révolution de 1948, qui a lieu en Europe, le printemps des peuples, eh bien, vous avez dans cet empire ottoman l'ensemble des communautés qui s'emparent des sujets de nation, d'État, du politique, et qui vont donner un sens beaucoup plus collectif et territorial. David a parlé de communautés religieuses, mais pas géographiques, et c'est tout à fait juste. Et c'est tout le sens de ces minorités de se transformer en communautés religieuses pour aller vers des entités politiques et territorialisées. Et ça, pour l'élément turc, c'est incompréhensible et c'est inadmissible. Et d'ailleurs, la Turquie va faire, enfin la Turquie, les élites turques vont en faire autant, en se disant, mais après tout, l'idée de nation, l'idée de raison, l'idée du politique, l'idée de l'État, eh ben, je vais m'en emparer aussi, du territoire, je vais m'en emparer et je vais en faire autant. Mais ça se traduit différemment quand on est une minorité, quand on est une composante ethnique majoritaire. Et on voit que les jeunes Turcs, le mouvement jeune turc qui naît au XIXe siècle, qui est inspiré lui-même par la Révolution française. Je rappelle que le mouvement jeune turc, notamment le parti Union et Progrès, est né le 14 juillet 1889, j'insiste, 14 juillet, que la révolution de 1908, alors pour certaines révolutions, pour d'autres coups d'État, mais que la révolution de 1908 a lieu au nom du slogan « Liberté, égalité, fraternité », que les références intellectuelles de toutes ces élites, alors pas que turques, mais arméniennes, juives, arabes, grecques, balkaniques et compagnie, même kurdes, les références, c'est Durkheim, c'est Auguste Comte, bref, c'est Kant et tout ça. Donc c'est des références plutôt occidentales et donc forcément françaises. Et c'est la rencontre de tout ça qui va complètement chambouler, bouleverser le destin de l'Empire ottoman. Et à partir de la révolution jeune turque, lorsque le parti Union et Progrès prend le pouvoir petit à petit et le prend définitivement et le monopolise en 1913 avec le coup d'État d'Enver Pacha, eh bien, ce parti jeune turc, qui a été créé dans l'idée d'empêcher le démembrement de l'Empire ottoman, parce que c'était ça son principe premier, c'est comment faire pour empêcher ce démembrement, puisque tout était imputé à Abdulhamid II, le sultan, voire ses prédécesseurs, mais surtout Abdulhamid II, qui avait été un petit peu la marionnette de ces puissances occidentales et russes. Et donc, les jeunes Turcs, lorsqu'ils vont arriver au pouvoir en 1908... L'apparition du mot turc, d'ailleurs, dans le dialogue, dans les termes officiels. Voilà, la turcité, parce que c'est lié plus à l'idée de nation, donc c'est plutôt fin 18e, surtout 19e. Eh bien, les jeunes Turcs vont s'apercevoir qu'à peine arrivés, ils vont échouer. Ils vont perdre la Bosnie
Et ça, c'est quelque chose qui est terrible pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés pour empêcher le démembrement, et finalement, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils assistent impuissants à son prolongement. Alors, à partir de 1912 et des guerres balkaniques, c'est très important dans l'histoire turque, dans l'histoire de l'Empire ottoman, ces guerres balkaniques. On sous-estime l'historiographie et l'impact de ces guerres sur le devenir de l'Empire ottoman. Mais à partir de ces guerres balkaniques, 1912-1913, qui sont plus des échecs de la Sublime Porte d'Istanbul qu'une victoire, même si la deuxième guerre a été plutôt un rétablissement, mais ça reste quand même un échec, eh bien, il y a eu un transfert de population des musulmans, donc des Balkans, vers l'Anatolie. Et des là, massacres de musulmans qui sont aussi mal vécus et qui sont Exactement, utilisés exactement. pour justifier quelque Exactement. part. Je veux dire, il y a eu des massacres commis par les puissances, ce qu'on appelait les puissances chrétiennes à l'époque, c'est-à-dire la Grèce, la Serbie, la Bulgarie, notamment. Il y a eu des massacres aussi de l'autre côté, et là, il y avait une tradition du massacre de l'Empire du côté ottoman, puisque il y a eu des Arabes massacrés, il y a eu dans les Balkans, il y a eu des chrétiens massacrés, il y a eu les fameux massacres de 1894-96, le massacre des Arméniens, 250 000 individus, personnes massacrées, dans le silence international le plus absolu. Donc on va y revenir, je pense, sur l'idée de l'impunité. Et donc, si vous voulez, il y a une tradition du massacre. Cet État, l'État ottoman, l'État turc, a intégré l'idée du massacre dans l'impunité. Et c'est peut-être un clin d'œil aussi par rapport à ce qui se passe depuis 100 ans, voire même plus, dans cet État. Et lorsque le jeune turc arrive au pouvoir donc, et impose leur façon de voir auprès des autres minorités, c'est dans l'idée d'homogénéiser la nation, donc de les faire rentrer dans le moule intégrateur. Là, on est vraiment dans l'idée de Durkheim. Au nom de la science, là, on est vraiment chez Auguste Comte. Et ceux qui ne rentrent pas dans le moule, ce sont d'abord les populations chrétiennes. Alors, je ne suis pas là pour confessionnaliser le propos, mais il y avait, avant 1914, il y avait 30% de chrétiens dans l'Empire ottoman. Après 1918, il n'y en a plus que quelques milliers. Donc, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est un génocide, ce qui s'est passé auprès des Arméniens, auprès des Assyro-Chaldéens, auprès des Grecs, et en même temps, c'est une purification de l'espace ottoman, et donc qui devient un espace turc. Et la République turque, qui naît à partir d'une guerre de libération nationale menée par Mustafa Kemal, qui lui ne participe pas au génocide, puisqu'il dira même à ce moment-là, après la guerre, il dira c'est un acte honteux qui a été commis par le pouvoir jeune turc, notamment la Troïka, Enver Pacha, Talat Pacha et Cemal Pacha. Eh bien, lui, au nom de l'idéal national turc, il va réussir à rationaliser, disons, et le débat public et l'identité turque pour asseoir l'idée d'un État-nation fort, homogène, et d'une nation une et indivisible sur le modèle je dirais, jacobin français. Les jeunes Turcs, c'est deux tendances. Et nous, ici, on est bien placés pour le savoir, en France et peut-être en Bretagne. Les jeunes Turcs, ce n'est pas un seul parti. Le mouvement jeune turc, c'est deux écoles. Il y a une école jacobine, on centralise, on homogénéise et on essaye de tout intégrer au nom d'un idéal supérieur de la nation et de la science. Donc ce serait plutôt Ahmed Riza et d'autres qui vont s'inspirer des Jacobins, de Robespierre et compagnie. Et puis vous avez l'autre école, l'école girondine, j'ai envie de dire, par le bas, non pas par l'État, par le haut, mais par le bas, c'est-à-dire par la société, l'école girondine du prince Sabaheddin Shakir et de son parti, le parti Tilaf, qui va, cette école va jouer plutôt l'harmonie, l'égalité entre les minorités et la décentralisation, c'est-à-dire essayer d'imposer un empire décentralisé à partir de l'autonomie des provinces nationales. Et on voit bien que celui qui était le courant majoritaire au départ, c'était le courant girondin. Et au fil des décennies entre 1880 et 90 jusqu'en 1914, petit à petit, le courant jacobin de Ahmed Riza va prendre le dessus. Et à la fin des fins, c'est-à-dire un peu avant la guerre, le courant majoritaire au sein même des Jacobins, c'est le courant pantouranien, c'est-à-dire le courant panturc, qui va vouloir imposer l'idée d'une grande Turquie, d'un grand empire, qui va donc de l'Europe, des Balkans, jusqu'à la Caspienne. Et ça,
ça se fait au nom d'un idéal, d'un État-nation, et qui va se traduire par un génocide et de la perte des territoires, notamment dans les Balkans, mais aussi au Proche-Orient. Parce que l'idée aussi était d'intégrer les Arabes dans l'idée d'un État-nation. Et ça a échoué. Et aujourd'hui, 100 ans après, eh bien, on s'aperçoit que l'État turc, qu'il soit turc ou ottoman, l'État turc est un État qui est structurellement violent. Je le dis bien structurellement violent. S'il y a une tradition de coup d'État en Turquie, ce n'est pas par hasard. C'est vrai après tout. Pourquoi il n'y a pas d'autres États en Europe qui n'auraient pas aussi ce même vécu avec ces mêmes séquences? Eh bien, il y a une tradition en Turquie parce que jamais l'État turc n'a fait ce travail sur lui-même pour extraire cette violence d'État de sa structure et asseoir l'idée d'un État de droit. Et tant qu'on n'aura pas ce travail de fait, eh bien, on aura un État violent, un État castrateur pour ses propres populations, qu'elles soient turques, kurdes, arméniennes, ce qu'il en reste, ou grecques, ce qu'il en reste, etc. Et c'est ça, le grand défi, à mon avis, pour la Turquie d'Erdogan ou de ses successeurs, ou même nous, de nous-mêmes Européens, c'est d'essayer de faire en sorte de déviolentiser, si je peux me permettre ce barbarisme, de déviolentiser l'État turc d'un point de vue structurel pour avoir la base d'un État de droit. Alors on revient un tout petit peu sur cette problématique de l'État-nation. Dans l'État-nation, il y a nationalisme et on sait, tout le monde sait, vous savez tous certainement combien l'État turc d'aujourd'hui, de l'époque, est attaché à cette conception d'un nationalisme turc et de ses spécificités. Nationalisme qui fait d'ailleurs partie des piliers, on appelle ça là-bas les flèches de l'idéologie kémaliste, c'est-à-dire le carcan idéologique de cette nouvelle République. Aujourd'hui encore, le président Erdogan définit la Turquie comme un État unique, un peuple unique, un drapeau unique, une langue unique, et il a rajouté récemment une religion unique. Alors, oui, c'est assez impressionnant. Étienne Kopo, est-ce que cela veut dire que dans ce nationalisme spécifiquement turc, il y a aussi une dimension religieuse forte encore aujourd'hui? Oui, la dimension religieuse, elle existe depuis, depuis que le nationalisme turc existe, puisque le mot qui désigne la nation en turc désignait auparavant la communauté religieuse. Et bon, j'ai pu montrer par quelques études, en passant par des outils linguistiques, que il y a une rémanence, il y a un reste de religieux dans l'emploi du mot nation et national en Turquie. De toute façon, la Turquie, la République de Turquie, s'est construite au fil du XXe siècle comme une république de musulmans. Après le génocide des Arméniens, l'expulsion de ce que vous appelez le déplacement de population, en fait, la double expulsion de masse de 1923, l'expulsion des orthodoxes grecs de 1955. C'est un État construit pour les musulmans, qui se dit laïque. Là est le paradoxe. Comment définir une laïcité dans un pays qui s'est débarrassé de tous les non-musulmans? Ça n'est pas pensable, à mon avis. Ce n'est pas un pays laïque. C'est un premier point. Et de moins en moins, d'ailleurs, aujourd'hui, avec un président islamiste. Donc, mais ça n'est pas quelque chose d'ouvert, puisque la Turquie se dit laïque, le régime se dit laïque. La plupart des élites pensent que la Turquie est un pays laïque. Bon, moi j'ai étudié le discours des manuels scolaires d'histoire depuis les premiers temps de la République jusque dans les années 1990. Je parlerai dans quelques minutes des manuels d'histoire de l'époque d'Atatürk. Je commence par la fin, là, puisque tu me poses la question. Ouais. Dans les manuels d'histoire, à partir des années 60 et surtout 70, les enfants, les lycéens, sont, par des procédés linguistiques aussi, systématiquement poussés à s'identifier à l'islam. C'est-à-dire que le discours des manuels d'histoire, je ne parle pas de manuels de religion, le discours des manuels d'histoire sont des manuels qu'on croirait écrits, enfin qui sont explicitement écrits par des auteurs qui se disent musulmans, qui s'expriment autant au nom d'un État musulman et qui s'adressent explicitement aussi à des jeunes musulmans. Et on les incite à s'identifier à des héros musulmans, soit des héros de l'histoire arabe des débuts de l'islam, soit des héros musulmans de l'histoire turque.
Donc il y a une adéquation très très nette, et depuis longtemps, entre nationalisme et islam. La nation turque se définit par l'islam depuis le début, depuis Ziya Gökalp au début du XXe siècle. Et on a assisté depuis les années 70 également à la poussée d'un courant idéologique qui s'appelle la synthèse turco-islamique, qui définit ouvertement la nation turque comme une nation musulmane, la nation turque étant définie, étant qualifiée de bouclier et porte-drapeau de l'islam. Alors cette idéologie est une idéologie de droite qui a été adoptée par les militaires qui ont opéré le coup d'État de 1980, qui ont pris un certain nombre de mesures impressionnantes de favoriser l'islam et l'enseignement religieux en Turquie. Et cette synthèse turco-islamique est passée officiellement dans l'idéologie d'État sous le nom de culture nationale. Et elle est passée même dans la Constitution de 1982. Donc Erdogan n'est que le produit de cela. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe du ciel ou un courant qui tombe du ciel brusquement. C'est le produit presque d'une politique militaire des années 80, parce qu'il considérait l'islam, la religion en général, comme un rempart contre le communisme. Et Erdogan, le succès de l'islamisme actuel, n'est que le produit de ça. Maintenant, si je peux revenir un petit peu en arrière. Oui, volontiers. Donc, on a déjà compris que identité turque veut déjà dire avant tout identité musulmane. Alors, turco-musulmane, parce que les Arabes, c'est quelque chose d'extérieur, d'étranger, qui est méprisé, parce que les Arabes ont trahi les Turcs en 1916. Un bon turc est un turc musulman aujourd'hui. Voilà. On considère même qu'on ne peut pas être turc si on n'est pas musulman. D'ailleurs, ce qu'on appelle les minoritaires, en quelque sorte, jouent le jeu aussi, parce que j'ai souvent entendu des personnes de confession juive ou orthodoxe, turques, de nationalité turque, citoyens de la République turque, me dire « je ne suis pas turc ». Ils ne se considèrent pas comme turcs. Donc dans le mot turc, il y a une ambiguïté fondamentale, parce que dans ce genre de propos, turc veut dire musulman, clairement. Et puis turc, donc c'est l'ethnie turque, alors qu'il y a d'autres ethnies en Turquie. C'est un peu comme, je fais une petite parenthèse, c'est un peu comme si en France on disait que vous n'êtes pas français, nous ne sommes pas français, mais nous sommes francs. De cette tribu qui vient de Franconie allemande et qui est venue s'installer en France. Il y a un État français en Turquie, il y a un État turc, mais les citoyens de cet État sont appelés par la gauche, pour simplifier, Turkieli, c'est-à-dire ce qui correspondrait à français, alors que les Turcs, eux, Turcs ethniques, se disent nous sommes francs, nous sommes turcs. Voilà un petit peu le parallèle. Alors, je vais essayer d'être bref, mais je reviens au manuel scolaire et à la période antérieure, les années 30-40. Il faut, en Turquie, à ce moment-là, penser la perte. Penser la perte, ce n'est pas seulement des pertes de territoire dans les Balkans, au Proche-Orient, etc., l'écroulement de l'Empire ottoman. Penser la perte, tout ce qu'on a perdu, tout ce que les gens de Turquie, j'ose pas dire les Turcs, les gens qui vivent en Turquie dans les années 20 ont perdu, ce sont ceux qui ont été expulsés des Balkans ou du Proche-Orient, qui ont perdu leurs maisons, leurs jardins, leurs champs, qui ont tout perdu en quelques heures et qui ont été transportés en Anatolie, dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue. Ils ont perdu leurs biens, leurs voisins, leurs amis. Les gens qui vivaient dans des contrées où vivaient des Arméniens ou des Grecs orthodoxes, aussi, en quelques heures ou quelques jours, ils ont perdu leurs voisins, leurs amis, leurs commerçants, leurs artisans, etc. La société a été complètement bouleversée et, au sens propre, désorientée. Vous aviez des gens en Anatolie qui ne savaient strictement pas où ils étaient et qui ne connaissaient pas la langue du pays dans lequel on leur disait « mais c'est votre pays ». Alors il faut penser cette perte. Dans les manuels d'histoire, on a créé, Atatürk lui-même, personnellement, a contribué à créer un récit historique extraordinaire, stupéfiant, extravagant. Le récit historique qui est concrétisé dans les manuels d'histoire qui paraissent en 1931 dit ceci. Les Turcs, nos ancêtres, avaient créé une civilisation très avancée en Asie centrale, au 7e millénaire avant Jésus-Christ. À ce moment-là, une sécheresse les a forcés à migrer. Et ils sont partis dans tous les sens, jusqu'en Chine, jusqu'en Inde, jusqu'en Grèce, jusqu'en Europe. Et là, ils ont apporté la civilisation. Ce sont eux qui ont apporté la civilisation chinoise,
la civilisation pharaonique, les Hittites en Anatolie, la civilisation grecque et l'européenne. Ce sont eux qui avaient déjà à ce moment-là la laïcité, la tolérance, un régime démocratique et parlementaire. Ce sont eux qui ont apporté tout ça dans le monde entier. Alors, on apprend ça aux enfants, je parle sérieusement. Quand je lisais ça, bon, je connaissais la langue turque, mais quand je me suis mis à lire ça, je me suis demandé si j'avais vraiment les connaissances pour lire le turc. Je croyais que je me trompais, quoi. Parce que personne n'avait jamais parlé de ça. Les turcologues, les spécialistes de la Turquie, ça ne les intéressait pas, ce qu'on raconte aux enfants. Bon, alors j'ai découvert ça et je me suis dit, ça, c'est le discours, justement, qu'on inculque aux enfants, à des enfants déboussolés, enfin des enfants de population déboussolée, pour penser la perte. On leur inculque une fierté d'être turc, fierté d'être quelque chose, d'une race, c'est défini comme une race à ce moment-là, et surtout, voilà une population qui est définie comme étant arrivée en Anatolie au 7e millénaire avant Jésus-Christ, donc avant les Grecs, avant les Arméniens, avant tout le monde, et donc avant les Hittites par exemple, ou les Urartéens, avant les Kurdes, et donc ce pays est à nous. Voilà ce que ça veut dire. Donc, évidemment, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les Turcs ne sont arrivés qu'au XIe siècle en Anatolie, mais ça ne fait rien. On va dire à ce moment-là aux enfants, les Hittites, qui sont là depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ, c'était déjà des Turcs. Bon. Voilà donc ce que j'appelle penser la perte et le remède. Vous parliez tout à l'heure de ce traumatisme qui est arrivé et qui n'a pas été surmonté. Les kémalistes, Atatürk en personne, ont essayé de surmonter ce traumatisme de cette façon-là. Alors, en lisant ce récit, après l'avoir analysé au microscope, je me suis dit, voilà, en ce qui concerne le génocide des Arméniens, bon, on peut chercher des preuves, les historiens peuvent chercher des preuves dans les archives, on peut chercher des preuves par l'histoire orale, etc. Mais je me suis dit, voilà une preuve. Un tel récit, qu'est-ce que c'est ? Sinon un alibi inventé par une bande de brigands comme alibi, quoi, pour masquer un crime. C'est un récit qui masque un crime. C'est le récit qui masque non seulement le génocide des Arméniens, mais tous les crimes qui participent de ce nettoyage ethnique de l'Anatolie dans la première moitié du XXe siècle. Alors, brièvement, mais je crois que c'est bon. C'est quelque chose qui induit un malaise extraordinaire. Je pense que la plupart d'entre vous entendent parler de ça pour la première fois, parce qu'on entend la Turquie en général, et surtout Atatürk et les kémalistes, comme un processus d'occidentalisation. Or voilà qu'on a dit aux Turcs, non, vous venez d'Asie. Et l'asiatisme, le mot Asie, était devenu quelque chose de valeureux, et on a inculqué aux Turcs une identité asiatique, alors qu'en même temps, Atatürk faisait ses réformes prétendument occidentales, et qu'à partir de 1964, on leur disait « vous êtes européens ». Donc il y a vraiment un début de schizophrénie là, qui s'est introduit dans la nation turque, et le début de quelque chose qui ressemble à une névrose collective, si je peux oser cette expression. Merci Étienne. Alors un petit commentaire de David et peut-être de Guides après, et puis si vous voulez bien, on attend vos questions. Tu voulais réagir, David? So I want to say that I agree with Etienne about the central importance of religion in constructing this idea of Turkishness, the Muslim religion. You can see this, for example, of course, you can see the effort to get non-Muslims religions out of that region in the Armenian genocide, and afterwards you can also see it in the Turkish-Greek population exchange. Oui, je dois dire d'abord que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Étienne au sujet de la centralité de la religion dans la définition de la turcité. Tout à fait d'accord aussi avec, on voit bien les efforts qui ont eu lieu pour chasser tous les non-musulmans en dehors, y compris par le génocide et y compris par les échanges de population. But Etienne also mentioned the historiographical efforts to create a kind of feeling of ethnic
nationalism, ethnic, not religious, Muslim Turkish nationalism, but an ethnic nationalism of Turkishness coming from the Central Asia and taking this, settling in this Anatolia a long time ago. Mais il y a aussi donc le deuxième effort qui est cette fois-ci un effort historiographique non plus basé sur la religion mais cette fois-ci sur l'ethnicité avec cette histoire de populations venues originaires d'Asie centrale et qui sont venues s'installer en Anatolie. So I would say that there is a tension, there is a constant tension between these two forms of fostering national identity. Which creates a kind of hybrid national identity. It relies on religion on the one hand and on an ethnic argument on the other hand. Donc il y a une constante tension entre ces deux formes de manière de décrire la nationalité turque. C'est une nationalité hybride entre donc les aspects religieux et les aspects ethniques. The big problem with that is that there is always somebody in practice who is left outside of the definition. Even after you get rid of all the non-Muslims in Turkey, if you take the Armenian genocide and the Greek population exchange, even after that, there is always a group in Anatolia, in modern Turkey, that falls outside of the definition. If you take the ethnic definition, you lose the Kurds, but you win, for example, the Alevis, who are a Muslim group, but they are not Sunni Muslim. Donc il y a toujours quelqu'un qui se retrouve en dehors de l'affaire, quelle que soit la manière dont on décrit la turcité. Parce que même quand on met de côté toutes les populations dont on a parlé tout à l'heure, eh bien si par exemple vous prenez le côté ethnique, vous perdez les Kurdes, mais vous gagnez les Alévis, même alors qu'ils ne sont pas des musulmans sunnites. But if you take the religious definition, because when Etienne talks about a Muslim identity, he's talking about Sunni Muslim identity. So if you take the religious definition, you win the Kurds, but you lose the Alevis, who are not Sunni Muslim. En revanche, si vous prenez la définition basée sur la religion, cette fois-ci, vous gagnez les Kurdes, puisque les Kurdes sont sunnites, mais vous laissez de côté les Alévis, qui ne sont pas des musulmans sunnites. So this is just an example to show you the tension and the paradox that lies inside the definition of Turkishness, the definition of Turkish nationalism. There are different levels, and the levels don't come neatly on top of each other. Do you want to... Oui, c'est donc juste à travers cet exemple, on peut voir le paradoxe. Il y a différents niveaux de définition et ils ne coïncident pas. For Turkish politics, this theoretical weakness of the Turkish nationalism is a disadvantage and an advantage at the same time. Donc, pour la politique turque, la situation que je viens de décrire est à la fois un avantage et un désavantage. It is a disadvantage because ethnic or religious conflict is programmed into the matrix of Turkish society and politics. Le désavantage d'abord parce que du coup la division est presque programmée dans la matrice même de la politique turque. But it is also an advantage because for the dominant group, whoever is dominant at the moment in Turkish politics, there is always a chance to divide and rule against a certain part of the population. Mais d'un autre côté, c'est aussi un avantage parce que quiconque est au pouvoir a, grâce à cette situation, le moyen de diviser pour mieux régner. Gaël Zimination, une petite question intermédiaire, puis après je pense qu'on passera à vos questions. D'accord, un tout petit mot d'Étienne aussi. On voit aujourd'hui, depuis quelques années, une nouvelle montée en puissance à la fois du nationalisme et de la religiosité, une espèce de super nationalisme turc à nouveau au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que les chances de reconnaître le génocide arménien, notamment, et les autres génocides, s'éloignent? Parce qu'il faut rappeler
à nos amis qu'il y a eu un début de négociation il y a quelques années et qu'on avait l'impression que la Turquie et l'Arménie allaient s'entendre sur une forme de reconnaissance. Si j'avais la réponse tout de suite, là, je vous la donnerais, mais non, je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait y arriver. Mais pour aller de manière plus large, pour répondre à votre question, je pense que le problème en général des États-nations et de la Turquie en particulier, c'est un problème qui relève de l'identité. Savoir ce que l'on est, qui sont les Turcs, qu'est-ce que je suis moi, turc, qu'est-ce que ça veut dire être turc. Et c'est ce problème que l'on rencontre de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui encore. Tout le discours, en fait, que ce soit le narratif de Kemal ou que ce soit le narratif d'Erdogan aujourd'hui, eh bien, toute la trame de ce narratif, c'est finalement, c'est quoi l'identité turque? Et si l'identité turque se construit sans l'altérité, sans savoir qui est l'autre, à ce moment-là, on va avoir un risque majeur de nationalisme ultra, dangereux, extrême, que ce soit l'ultranationalisme séculier, soit le nationalisme religieux auquel on assiste aujourd'hui, parce que, comme l'a dit David, Étienne et vous-même d'ailleurs, on voit bien qu'on ne peut pas dissocier la religion du politique dans l'identité turque, parce que l'identité turque, finalement, elle s'est construite dans l'histoire autour de cette notion hybride de religion et je ne veux pas dire de nation, mais d'entité séculière, c'est-à-dire le temporel et le spirituel. Je rappelle juste que la plus haute autorité de l'Empire ottoman, c'était le sultan, qui était à la fois porteur, dépositaire du temporel, en tant que chef de l'État, l'Empire, mais également le dépositaire du pouvoir spirituel, c'était le calife, donc la plus haute autorité dans le monde musulman. Donc les jeunes Turcs ont essayé de dépasser ça. Kemal également, en mettant l'accent sur l'État et la laïcité turque, c'est un contrôle de la religion par l'État. Et c'est ça la différence avec notre conception à nous de la laïcité. Et aujourd'hui, Erdogan veut rééquilibrer le rapport entre religion et nation et faire en sorte que, ben non, la nation, l'identité turque, c'est surtout une identité religieuse matinée d'identité nationale. Et on n'en sortira pas, parce que tout dépend, bien entendu, de cette capacité à penser l'autre, non pas l'autre comme un être dominé ou mort ou exclu du territoire, mais un autre comme son égal. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe, que ce soit aujourd'hui avec les Kurdes en Turquie ou avec d'autres minorités dans la République, dans la deuxième République qui va être en train de naître là, eh bien on s'aperçoit que finalement, un État qui a connu, et on est bien placé nous aussi pour le savoir, un État qui a connu comme système politique l'impérialisme ne s'affranchit jamais dans les mentalités d'une logique post-impériale. C'est très important. Les mentalités centralisées, les mentalités, les élites, et on le voit bien aujourd'hui en France, sont marquées par cette espèce de domination, cette logique de domination. Et ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire en l'occurrence pour les Turcs, les Kurdes, ce qui reste des Arméniens et d'autres minorités, les Alévis et d'autres, eh bien, elles doivent faire avec cette volonté de dominer pour justement trouver une issue lorsqu'on est minoritaire et quand on est majoritaire, eh ben, ne pas imaginer autre chose que cette logique de domination. Alors, pourquoi ça ressort aujourd'hui en Turquie? Tout simplement parce que depuis la chute de l'Union soviétique, depuis la poussée de la mondialisation, eh bien, on est passé de la modernité à la post-modernité, on est passé du national au post-national, et aujourd'hui la Turquie doit gérer dans la mondialisation qui vient broyer les identités nationales, avec un rouleau compresseur multiculturel, etc., etc. Les identités régionales ressortent, donc l'élément kurde ressort, l'élément alévi ressort, l'élément arménien ressort, etc., etc. Et ça se traduit par une contestation de l'idée nationale. On le voit bien aussi du côté des élites turques, notamment en histoire, puisqu'il y a une nouvelle école de pensée en histoire, à la fois en Turquie mais aussi à l'étranger, qui revient comme ça, cette histoire revient, enfin cette école de la dissidence et des rebelles revient comme ça sur le discours officiel turc, qui est un discours, donc vous l'avez dit, Etienne l'a parlé, le fantasme total de l'histoire turque.
Donc ces gens-là viennent, Eldem ou Taner Akçam ou d'autres, qui seront peut-être là d'ailleurs, viennent prendre à rebours, prendre à contre-pied l'histoire officielle, tout simplement pas pour gêner les élites, pas pour dire je viens t'embêter parce que j'ai envie de t'embêter, c'est tout simplement parce que les individus qui se reconnaissent dans cette nouvelle école et au sein même des citoyens turcs, tout simplement pour pouvoir jouir de leurs propres droits en tant que citoyens. C'est ça le plus important qui est en train de se passer en Turquie. Et c'est ça qui est en train d'être castré par un coup d'État et une politique ultra répressive de la part du régime. Et moi, j'ai peur de ça. J'ai peur de voir que cette Turquie, qui était considérée comme le bastion de l'OTAN, comme un élément stable dans le monde musulman, voire une référence dans le monde arabo-musulman en termes de démocratisation, eh bien, ça s'arrête et qu'on rentre dans une logique plutôt d'instabilité. Et quand je vois ce que Erdogan est capable de faire, ça m'inquiète pour l'avenir de mes amis en Turquie, qu'ils soient turcs, kurdes, alévis ou autres. Et ça veut dire aussi pour nous, Européens, une inquiétude nouvelle et majeure. Et pour finir, je dirais juste un petit point. Regardez la carte actuellement des conflits. Libye, Balkans, Irak, Syrie, Caucase. Le point commun de tous ces conflits, c'est quoi? C'est notamment un point, c'est que ce sont toutes d'anciennes provinces ottomanes. C'est-à-dire qu'on a fait la guerre en Empire ottoman, on a fait la paix en 18, mais on s'est occupé uniquement des frontières de l'Europe occidentale. On ne s'est pas occupé des résidus d'empire ottoman et russe, à cause de la révolution bolchevique notamment. Mais aujourd'hui, et depuis 20 ans en fait, depuis la chute de l'URSS, si on voit ressurgir ces conflits, c'est tout simplement parce que nous, Européens, nous, Occidentaux, on ne sait pas donner le temps de faire la paix et de tracer des frontières stables avec cette partie du monde. Merci. Bien, après ce long... Après ce long préliminaire, je suis sûr que vous vous êtes mis en bouche et que vous avez beaucoup de questions à poser à nos invités. Donc, on va donner un micro qui va se promener dans la salle et on attend vos questions certainement extrêmement pertinentes. Dans l'intervalle, je voudrais m'excuser pour avoir oublié de me présenter moi-même, mais ce n'est pas très important. Face à des invités d'une telle qualité. Je m'appelle Jérôme Bastion, j'ai été journaliste pendant 20 ans en Turquie jusqu'au mois de décembre dernier, essentiellement pour les radios nationales françaises, en premier lieu Radio France Internationale. À vous, monsieur. Merci. À la lumière de ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de l'adhésion de la Turquie à la communauté européenne, premièrement, et deuxièmement, aux gens qui y sont favorables ou défavorables en France, qui dépassent le clivage gauche-droite ou autre. Qu'est-ce qu'il y a comme force derrière? Alors, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais enfin, peu importe, ceux qui veulent réagir vont réagir. Le mieux, c'est quand même de poser des questions, si possible, à l'un ou l'autre des invités, comme ça ils sauront. Alors là, je ne sais pas qui a envie de... Un petit mot d'Étienne. Moi, j'étais assez favorable à l'entrée de la Turquie parce que c'était généralement des gens de droite qui voulaient refouler la Turquie, qui ne voulaient pas d'État musulman en Europe. Maintenant, et puis pour mes amis turcs, ça m'aurait fait du bien. Maintenant, la Turquie telle qu'elle existe, non, certainement pas. Ça, comme disait Gaetz, ça serait catastrophique pour l'Europe. Ça modifierait complètement les équilibres politiques en Europe. On a déjà Orban et des États très autoritaires en Europe, la Turquie en plus. S'il y avait un référendum, je voterais non. Je voudrais dire là-dessus, sur ce point, qu'il y a un peu deux manières de voir entrer de nouveaux pays dans l'Europe. Soit on décide, on constate plus exactement qu'ils ont effectué le travail nécessaire d'harmonisation, d'acceptation des valeurs européennes pour y rentrer, soit on estime que ce pays est vraiment en danger, qu'il faut absolument le secourir, lui sortir la tête de l'eau avant qu'il ne disparaisse complètement et qu'il ne bouleverse éventuellement les équilibres régionaux, ce qui pourrait être le cas d'une certaine manière pour la Turquie,
Enfin, la question n'est pas réglée. De toute façon, aujourd'hui, je crois que l'Europe n'est pas tout à fait prête à accepter quelque pays que ce soit, surtout pas la Turquie. Au suivant. Oui, merci. Moi, j'ai une question sur la turcité, et à savoir, parce que je crois qu'on ne l'a pas bien dit, d'où venaient les Turcs? Est-ce qu'à l'origine, ils sont musulmans ou pas? Et surtout, comment ils ont pu prendre le pouvoir alors qu'ils ne sont pas majoritaires, quoi? Est-ce qu'il y a eu une aide occidentale? Voilà. Le spécialiste de l'Empire ottoman, David Selim Sayers. Merci. So if we're talking about Turks before they came to Anatolia, we can say originally the Turks were not a Muslim population. They believed in a kind of shamanic kind of religion. They had a sky god and a moon goddess and things like that. We can start with that. Oui, effectivement, si on parle des Turcs avant qu'ils migrent en Anatolie, effectivement, non, ce n'était pas une population musulmane. Ils pratiquaient une religion chamanique. Ils avaient le dieu soleil, le dieu lune, la déesse lune. Then, after they entered, the Persian kind of region and the Anatolian region, you see a lot of conversion to Islam, but especially in Anatolia, before the final establishment of the Ottoman Empire, you also, we can suspect that a lot of Turkish tribes that came to Anatolia also converted to Christianity under the Byzantine Empire. À partir du moment où donc les Turcs arrivent dans la grande région perse, et on observe un grand nombre de conversions vers l'islam, mais on peut aussi se douter qu'il y a eu beaucoup de conversions vers la chrétienté orthodoxe byzantine. So we see this when we look at the Turkish-Greek population exchange in the 1920s. We see that out of Turkey they sent people to Greece who were Orthodox Christians, but their language at home and their cultural environment was completely Turkish. These were culturally Turkish people who had the Greek Orthodox religion. They had a hybrid identity. Donc, quand on regarde un petit peu les mouvements population dans les années 1920, avant les années 1920, par contre, les gens qui ont été envoyés en Grèce, les Turcs qui ont été envoyés en Grèce, sont des gens de religion chrétienne orthodoxe, mais de langue et de culture turque, donc une identité hybride. So at this moment, when we look back in history, how did this start? What were these people originally? It is almost impossible to say, were they Christians who became Turkified, or were they like Greek Christians who became Turkified, or were they Turks who came to Anatolia and became Christianized? It's difficult to tell how it started. Donc c'est très difficile de savoir comment tout ça a commencé. C'est presque impossible en fait de savoir si ce sont des chrétiens qui se sont retrouvés turquisés, ou bien si ce sont au contraire des Turcs qui arrivant en Anatolie sont devenus chrétiens. Mais pour répondre précisément sur un point de l'entrée véritablement des militaires et d'un État, on va dire, turc, ça remonte à 1071, et à l'époque, il n'y avait pas, bien entendu, de soutien, notamment européen, à leur installation. Ils se sont installés par la force, mais de manière relativement naturelle, je veux dire. Ah, au 19e, ok, très bien. Enfin, vous avez eu la réponse à votre question. Les jeunes Turcs dont vous avez parlé tout à l'heure, oui. Comment eux ont réussi à prendre le pouvoir alors qu'ils étaient majoritaires, ou comment ils ont réussi à... Alors, très brièvement, mais ils ont pris le pouvoir par un coup d'État, d'abord, et deuxièmement, ils étaient soutenus en quelque sorte, et surtout militairement, par les Allemands à l'époque. D'où l'implication des Européens dans cette bataille, puisque en 1919, par exemple, on est arrivé jusqu'à l'occupation de la ville d'Istanbul, qui était encore la capitale. C'est ce qui a poussé Kemal Atatürk à fuir cette ville
avant d'être emprisonné lui-même et a lancé sa guerre de libération de l'intérieur du pays. Donc on est allé jusqu'à une occupation franco-anglaise d'Istanbul pour contrer le risque de l'entrée en guerre par l'Orient des Allemands, qui étaient donc les alliés des jeunes Turcs. Voilà, brièvement. Au suivant. Oui, j'interviens parce que je ne suis pas certain d'avoir bien compris le lien entre, d'une part, l'ère de déploiement de l'Empire ottoman et les crises qui existent aujourd'hui. Vous évoquiez ça, la Libye, l'Irak, la Syrie, etc. etc. J'ai l'impression que c'est un peu réducteur de dire que l'Europe s'en est pas occupée. Elle s'en est considérablement occupée, me semble-t-il. C'est-à-dire que d'une... Alors, ou alors j'ai pas dit ça, hein. Oui, elle j'ai s'en pas est... dit que l'Europe n'en s'est pas occupée. J'ai dit que... Pas bien. J'ai dit qu'au moment des négociations de paix, on ne s'est pas chargé, la Turquie elle-même, hein, qui était autour de la table, ne s'est pas chargée des frontières de l'avenir de cette région. Je veux dire, Okay, c'est les Européens. Européens. On ne peut pas dire que l'Europe s'en soit pas occupée et à son propre intérêt, c'est-à-dire qu'il y avait quand même il y a eu des les puissances mandats. impérialistes. Il y a eu les mandats. Il y avait les mandats. Il y a eu avant les accords Sykes-Picot, Arlosorow. Il y a eu voilà. Donc l'Europe s'en occupe depuis très longtemps et finalement, il faudrait peut-être éviter de considérer que cette Europe serait porteuse de valeurs quelque part plus démocratiques ou supérieures par rapport à ce dont des idéologues comme les jeunes Turcs, etc., étaient porteurs. Je pense qu'ici, on a une part de responsabilité très lourde, très forte, sur ce qui se passe aujourd'hui dans ces régions du monde. Alors, pour répondre à votre question, la responsabilité, bien entendu, elle est historique, puisque au moment de la fin de la guerre, effectivement, les puissances européennes cherchent à récupérer ces territoires, notamment les Français et les Anglais, et même les Russes un temps. Donc c'est les accords Sykes-Picot, les mandats français et anglais. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a réglé les problèmes de ces États. Et quand je dis qu'en 19, on n'a rien réglé, c'est qu'on a imposé une domination occidentale, mais on n'a pas réglé les problèmes des frontières, et notamment les problèmes d'intégration de ces peuples dans leur État. Et je prends un exemple tout bête. Lorsque l'Irak naît, eh bien, dans les années 20, l'hymne national irakien, c'est le God Save the Queen. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, les populations arabes qui n'ont rien compris, qui ne savent pas ce que c'est que cet hymne, cette histoire. Ils n'appartiennent pas à cette histoire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si la responsabilité est européenne, de manière importante, il y a aussi une responsabilité locale, des élites locales, arabes, turques, etc., pour justement avoir été incapables de régler leurs propres problèmes. Moi, je refuse l'idée selon laquelle l'Occident est responsable de tout. Je veux dire, je ne vais pas tomber dans l'Occident de bashing. Je suis d'accord pour dire qu'il y a une responsabilité européenne dans pas mal de problèmes dans le monde aujourd'hui, mais mettre tout ça sur le dos des Occidentaux me semble déjà faux et trop caricatural. Il y a une responsabilité de la part des élites aujourd'hui arabes, turques, grecques, arméniennes, azerbaïdjanaises, géorgiennes, syriennes, irakiennes, bref, tous ces peuples-là doivent se lancer dans une grande aventure pour imposer l'état de droit. Je ne parle même pas de démocratie, je dis d'abord l'état de droit, mais on en est loin. Et la responsabilité, elle est partagée. Moi, je refuse de tomber dans la stigmatisation. Voilà. Et pour compléter la réponse de Gaetz, ce détail, qui est plus qu'un détail pour nos amis kurdes, très nombreux aujourd'hui ici, depuis que les frontières, on va dire, entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et la Turquie éventuellement, sont en quelque sorte menacées, notamment par l'avancée de l'État islamique, on a beaucoup entendu, et on continue à beaucoup entendre chez les Kurdes, l'argument selon lequel, enfin, l'erreur du traçage des frontières de cette époque va peut-être prochainement être rétablie. C'est-à-dire que les Kurdes ont été, la nation kurde ou le territoire kurde a été découpé en au moins 3 ou 4 il y a un siècle exactement il y a un siècle, et ils espèrent toujours, ils attendent toujours que cette erreur historique, cette tragédie pour eux, va être peut-être prochainement rétablie, corrigée. David voulait ajouter quelque chose. I would say, rather than saying that what is happening is the responsibility of the West or the responsibility of the locals, I think one thing that connects
the entire post-European, post-Ottoman region, the entire region after the destruction of the Ottoman Empire, is a new project, a new form of state creation. The effort to substitute homogeneous nation states for a deeply interconnected region where a lot of religions and a lot of ethnicities were sharing the same geographical space. So we see the problem of genocide or some kind of cleansing occurring across the post-Ottoman landscape, where these interconnected religions and ethnicities are trying to be taken apart by force in the service of a new project of state building. Plutôt que de voir, d'établir les responsabilités précisément entre l'Ouest et les autorités locales à l'époque, je préfère voir comment la situation donc, qui a été créée à la chute de l'Empire comme un nouveau projet de création d'État sur des bases homogènes, d'États-nations homogènes, à la place d'une zone géographique dans laquelle les gens ont été interconnectés entre eux. Et quand on voit les génocides ou bien le nettoyage ethnique qui ont eu lieu à l'époque, on voit que c'est donc tout ça fait partie de l'effort de créer un État-nation homogène par la force. D'autres questions, commentaires, contributions? Monsieur ici. Le micro arrive. Ah, ça sera à vous après. On peut y aller? Allez-y. Oui. L'identité hybride de la Turquie a peut-être quand même quelques points, quelques côtés positifs. Et je voudrais savoir pourquoi, à moins que je me trompe, on ne parle pas. Est-ce qu'il existe un antisémitisme en Turquie? On en parle de temps en temps, il existe, mais quand vous parliez de côté positif, par exemple, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quels sont les possibles aspects positifs de cette identité hybride? Oh, écoutez, non, là, j'ai pas. D'accord. J'ai pas assez de. I think personally, I think that hybrid identity is a very powerful tool, a very powerful identity, a very positive thing. But we have to think that the beginning of the 20th century is a time when nation states are getting the technological tools and, for example, creating education systems, creating newspapers. They are getting these very, very powerful tools of homogenization of populations, and they want to use these tools to craft homogeneous populations. They want to use these new technologies, these new tools. Everybody is very excited about how can I make everybody the same in my state. This is a time of great promise for the nationalist project. Personnellement, je trouve que le côté hybride d'une identité est très, très puissant, mais il faut qu'on se replace dans ces années 20 où apparaissent de nouveaux outils comme par exemple l'éducation pour tous ou pour beaucoup, et puis la presse écrite, et ils apparaissent pour les gens qui veulent créer de nouveaux États-nations comme de formidables outils pour pouvoir fabriquer. C'est très excitant pour les mouvements nationaux de ce moment-là, de savoir qu'avec ces outils-là, ils vont pouvoir faire en sorte que tout le monde soit pareil, enfin. Un petit mot d'Étienne sur cet aspect. Un tout petit mot. Tout d'abord, là, je parlerai au nom d'un ami qui a fait une thèse sur les Juifs en Turquie, Laurent Mallet, une magnifique thèse. Il a observé, en enquêtant aussi parmi les Juifs de Turquie, il y a un antisémitisme en Turquie. C'est une légende. On entend souvent dire que la Turquie ne connaît pas l'antisémitisme. Mais il y a eu en 1934 de très importants pogroms anti-juifs dans la partie ouest de la Turquie, ce qui fait qu'ensuite, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quand Israël a été créé, la plupart des Juifs sont partis. On dira d'eux-mêmes, mais enfin, on les a gentiment poussés quand même. D'autre part,
l'éducation aussi, puisque je connais bien ce sujet, n'arrange pas les choses, puisque en Turquie, l'histoire contemporaine s'arrête en 1938, à la mort d'Atatürk. Après, il n'y a plus d'histoire. Donc on n'enseigne pas vraiment la Seconde Guerre mondiale. L'enfant turc moyennement éduqué ne sait pas grand-chose sur la Seconde Guerre mondiale, par l'école. Évidemment, il peut apprendre par ailleurs. On n'apprend rien dans les manuels scolaires sur le génocide des Juifs. Et le Mein Kampf est un ouvrage. La population dans son ensemble, en général, ne perçoit même pas le caractère malin du nazisme ou d'un ouvrage comme Mein Kampf. Et vous le trouvez dans les librairies en turc, même dans les librairies, pas dans des librairies fachos, mais dans toute librairie normale, y compris en devanture. C'est un best-seller. C'est un best-seller et ça n'est pas perçu par manque d'éducation historique, je pense. Et malheureusement... C'est perçu en raison d'un négationnisme d'État. C'est tout. À partir du moment où vous avez un discours négationniste, vous avez un discours violent par d'autres moyens et un discours totalement amnésique sur les crimes contre l'humanité, qu'ils soient avant 1945 ou après 1945. For example, just to give an example, during most of World War II, the Prime Minister of Turkey was this man called Şükrü Saraçoğlu, and he was a very pro-Nazi, very pro-German, very closely collaborating with Nazi elements in Turkey. And today you can see that his name is given to one of the biggest football stadiums in Istanbul, and nobody even knows who Şükrü Saraçoğlu is. Pour vous donner un exemple, il y a le Premier ministre de l'époque des années 30. Alors, je ne vous répéterai pas le nom, pardon. Ce sera David. What's the name again? Şükrü Saraçoğlu. Voilà. Qui s'affichait tout à fait comme pro-nazi et pro-allemand à l'époque. Et qui était en contact avec les éléments de la population turque qui étaient d'accord avec ces idées-là. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, on donne son nom à un des plus grands stades de foot d'Istanbul, alors que personne ne sait qui est ce personnage. Tout comme on vient de donner le nom d'un sultan massacreur d'Alévis notoirement connu pour le 3e pont sur le Bosphore, et ça ne dérange malheureusement que les Alévis. Il faut savoir un petit rappel aussi de la réalité dans le discours, dans le langage quotidien en Turquie, et ça remonte à la surface très très nettement ces derniers temps, que la pire insulte brandie tout à fait publiquement et sans gêne aucune par les politiciens les plus haut placés, y compris en ce moment, à l'égard de qui que ce soit, des étrangers ou des Turcs, ça peut être des Turcs parfois. La plus grande insulte, c'est un Arménien, et on s'empresse de dire « excusez-moi d'avoir dit Arménien », parce que même prononcer le mot d'Arménien, c'est déjà comme sortir un gros mot, soit Arménien, donc soit Juif. Donc c'est dire que ces réflexes sont encore extrêmement vivants dans le langage, dans la politique turque d'aujourd'hui. Pour aller dans la même veine, vous avez en Turquie aujourd'hui, que dans les grandes villes ou petites villes, vous avez des boulevards Talat Pacha, des impasses Djemal Pacha, des squares, des jardins, etc., qui portent le nom des hauts responsables du génocide arménien, Talat, Enver et Djemal. Imaginez à Belgrade un boulevard Milosevic ou en Allemagne une avenue Himmler. Je veux dire, il faut se rendre compte de ça. Et tant que nos amis turcs ici présents ou ailleurs ne prendront pas le taureau par les cornes pour au moins jeunes turquiser cet espace public, et là je me tourne vers Étienne qui travaille sur la sémiologie, je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Au moins commencer par ça. Au moins, si la Turquie officielle ne veut pas reconnaître encore le génocide, qui à mon avis, la reconnaissance est inévitable tôt ou tard, parce que les Turcs se sont emparés de leur propre histoire, au moins qu'ils commencent par ça, au moins que les citoyens turcs disent, comme certains m'ont dit à moi, ma fille étant dans une crèche, dans une rue qui est la rue Talat Pacha, ça me fait mal au cœur de savoir que ma fille va grandir sous la bénédiction ou sous la surveillance de ce génocidaire. Eh ben, c'est, à mon avis, quelque chose où là, la société turque peut s'emparer.
Parce que moi, je crois de moins en moins aux États, je crois de plus en plus aux sociétés civiles. Dans ce monde mondialisé, je pense que les sociétés civiles, et c'est pas du tout, je ne suis pas dans une démarche anti-pouvoir, je pense que les sociétés civiles aujourd'hui sont, 1, mieux informées, 2, plus démocratiques, 3, désinhibées totalement, et 4, elles veulent davantage participer au processus de décision, que ce soit en Turquie, en Russie, en Europe et en France notamment. Et tant que les politiques n'auront pas compris cette poussée des sociétés civiles, eh bien, ils resteront en décalage total et ils feront le jeu des extrêmes en France ou ailleurs. Malheureusement, la société civile aujourd'hui en Turquie est complètement sous le boisseau. Espérons que ça ne va pas durer très longtemps, mais il y a quasiment plus de société civile en Turquie. Vous connaissez un tout petit peu la situation, on ne va pas revenir là-dessus, mais les universitaires sont empêchés de sortir du pays, ils ont perdu leur travail. Les journalistes sont en prison ou leurs journaux sont fermés, ce qui revient à peu près au même. Les partis sont étonnamment soit complices, soit silencieux, soit au bord de prendre les armes eux-mêmes pour certains. Donc la situation est assez catastrophique du point de vue de ce dialogue civil et social d'aujourd'hui dans la Turquie d'Erdogan. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur? Ah, pardon, attendez, excusez-moi. Il y avait monsieur au deuxième rang qui avait déjà postulé, c'est vrai, excusez-moi. Oui, excusez-moi, j'avais juste une question. J'ai trouvé que vous avez très peu parlé de la langue turque en tant que telle, en tant que facteur d'unité nationale, et dans quelle mesure, justement, cette langue a été, je dirais, imposée au peuple qui n'était pas turcophone. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des turcophones en dehors du territoire de la Turquie actuellement? Alors, peut-être Étienne, oui. Alors, le peuple turc était quand même majoritairement turcophone, mais il était analphabète, c'est-à-dire qu'il le parlait, mais il ne l'écrivait pas beaucoup. Et il y a bien entendu beaucoup de turcophones en dehors de Turquie. J'ai parlé d'enseignement de l'histoire tout à l'heure, mais la langue et la linguistique est la deuxième science qui a été le plus l'objet de manipulation par le pouvoir turc pour construire une identité uniforme et unifiée en Anatolie. Donc, je passe sur des anecdotes, mais à partir des années 40 surtout, il y a eu des campagnes en Turquie pour inciter les gens à parler turc, inciter pas forcément gentiment, avec des pressions, pas forcément non plus des pressions militaires ou violences policières, mais surveillance des voisins, dénonciation, etc. Donc il y avait un slogan, parle citoyen, parle turc. On était sommé de parler turc, sinon on se faisait mal voir, on pouvait avoir des ennuis de toutes sortes. Donc, du côté, maintenant, quand on pose ce genre de questions, on pense aux Kurdes qui ne parlent pas turc. C'est une langue complètement différente. Et là aussi, la langue kurde a été interdite jusque dans les années 90. Là, avec des peines, enfin des sanctions pénales, voire des emprisonnements ou pire. Donc, cette uniformisation du pays par la langue a été d'une grande violence aussi. Avec la complicité aussi, puisque je parle des Kurdes, de certains scientifiques, entre guillemets. Vous savez, il y a des universitaires à épaulettes en Turquie, beaucoup, qui sont utilisés par l'armée ou par le pouvoir. Il y a des académies entières, des universités entières qui ont cherché à prouver, entre guillemets, que le kurde est une langue, simplement un dérivé de la langue turque, de même qu'ils ont essayé de prouver que les Kurdes viennent d'Asie centrale aussi. Donc il y a ce genre de choses. Il y a la manipulation, disons, du discours, la manipulation scientifique, et puis il y a la coercition qui est très importante. Maintenant, heureusement, pendant une dizaine, 15 ans, on a pu parler kurde librement en Turquie, mais il y a toujours de la coercition sur les médias kurdes, sur la population maintenant aussi, parce que c'est stigmatisant de parler kurde, il y a ça aussi. Même si ce n'est pas sanctionné pénalement ou par la prison ou autre, vous êtes stigmatisé si vous parlez kurde, dans la société, par votre employeur, etc., à l'école, évidemment, etc. Il est évident qu'à l'époque des réformes d'Atatürk, changer d'alphabet
généraliser l'alphabétisation et l'enseignement primaire, a participé de cet effort de turquiser, en quelque sorte, les populations qui, jusqu'à présent, parlaient certes une forme de turc, mais ne l'écrivaient quasiment pas. Et d'ailleurs, le turc s'écrivait, vous le savez, quasiment en arabe. Hein, voilà, ça c'est évident. Aujourd'hui encore, et jusqu'à très récemment, non seulement les Kurdes dont parlait Étienne, mais beaucoup d'autres minorités, parce qu'il y a quand même, je vous le disais en préliminaire, une quinzaine de minorités encore aujourd'hui qui parlent des langues différentes ou qui sont de cultures linguistiques et ethniques différentes, qui jusqu'à il y a très peu de temps ne pouvaient pas, et encore aujourd'hui beaucoup d'entre eux, les Syriaques par exemple, n'ont pas le droit à avoir leurs écoles, n'ont pas le droit à avoir leurs médias. En fait, toutes les minorités qui ne sont pas protégées par les accords internationaux, Lausanne en l'occurrence, sont réprimées tout simplement par l'État turc. Seuls les Kurdes, parce qu'ils sont les plus nombreux et les plus revendicatifs, on va dire, les plus organisés, ont réussi à peu près à préserver cette identité linguistique et cette identité culturelle, pas encore à la faire inscrire dans la Constitution. Il y a quelques années, simplement pour être bref, on parlait justement, puisqu'on parle de l'identité turque aujourd'hui, au moment où il était question d'une ouverture sur cet aspect-là, culturel notamment et linguistique, il était question de créer une identité supérieure, noir sur blanc, dans la nouvelle Constitution qu'on attend toujours d'ailleurs, une identité supérieure qui serait turque bien entendu, et des identités inférieures, parmi lesquelles il y aurait eu bien entendu les Kurdes, probablement que les Kurdes, mais de nombreuses autres petites minorités ne peuvent toujours pas parler leur langue et donc ils sont obligés de parler en kurde. David. I would like to add that the language reforms in the 1920s, the language reforms of the Kemalist of the Ataturk era, did not just end up separating the minorities from their native languages, but they also served to separate the entire population of Turkey from the past. Because when the alphabet was changed and people started being educated in the new alphabet, now in Turkey, unless you have a specialized university education, very specialized university education, you cannot read anything that was written before the 1920s. Donc je veux aussi dire que non seulement les réformes qui ont eu lieu sous Atatürk dans les années 20 ont eu comme effet de séparer les minorités de leur propre langue, mais, donc de leur langue originelle, mais elle a aussi pour effet de séparer la population turque dans son ensemble de son passé, de son propre passé. Parce qu'en introduisant le nouvel alphabet, l'effet induit, ça a été qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à des documents historiques qui datent d'avant cette époque-là, vous ne pouvez les étudier que dans des universités très très spécialisées. Et c'est un peu cet effacement de la culture ottomane que M. Erdogan essaye d'effacer à son tour. Il veut faire remonter la culture ottomane. Alors, un mot sur les langues pour les minorités chrétiennes. Depuis le traité de Lausanne en 1923, les minorités chrétiennes, arméniennes, grecques, peuvent jouir de la capacité d'utiliser leur langue, donc arménien ou le grec. Les programmes d'histoire de leurs écoles sont contrôlés par le pouvoir central et leur presse communautaire également. Donc il y a parfois de la censure ou pas. Il y en avait eu moins avec le début de l'arrivée d'Erdogan au pouvoir. On ne sait pas trop où on va aller maintenant, mais voilà. Monsieur. Oui, je ne suis pas spécialiste du tout dans la question, mais je suis un spectateur et je fais que reproduire ce que je viens d'entendre là d'un film sur la guérilla kurde. Et là, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Ça rejoint donc cette problématique de l'État-nation ou bien de la société civile. J'étais très surpris parce qu'en même temps, c'est une révolution dans la révolution. Et de ce point de vue, c'est très optimiste. Quand j'entends des responsables de la guérilla kurde dire qu'ils ont remis en cause les formes traditionnelles des mouvements de libération nationale pour justement passer à des revendications où toutes les minorités ont droit à la parole pour inventer des formes plus fédérales, où également on critique le patriarcat comme étant des institutions qui menacent la démocratie et minorisent les femmes.
quand on entend également que des questions comme l'écologie deviennent centrales aussi dans le mouvement de libération, enfin, l'ancien mouvement de libération kurde, hein, cette recherche qu'actuellement les guérilleros kurdes essayent d'inventer, moi, en tant qu'Occitan du sud de la France, je suis profondément réjoui. Parce que depuis que les États-nations existent, et avant eux les cités, les États-cités qui sont nés justement en Mésopotamie et qui depuis 4 ou 5 000 ans gangrènent l'histoire des hommes, entendre dire qu'on peut évoluer autrement que par le système des États-nations, et que cette révolution, dans la révolution, on l'entend dans la bouche de militants kurdes qui sont au combat, et bien là, il n'y a vraiment pas de quoi désespérer. Merci pour cette belle contribution enflammée. Y en a-t-il d'autres? Ou est-ce qu'on... Ça va être dur de le battre. Hein. Referme. Monsieur. Oui, moi je voulais qu'on évoque un peu les rapports spécifiques avec l'Allemagne au moment de l'impérialisme colonial, parce que l'Allemagne a subi un certain nombre d'échecs, de difficultés face à la France, par exemple au Maroc, et même dans le golfe de Guinée avec le Cameroun, le Togo, et d'autre part à l'est de l'Afrique avec les Britanniques. Et donc, du coup, ils se sont intéressés à la Turquie, d'autant plus qu'il y avait l'émergence du problème pétrolier au Proche-Orient, et d'un autre côté, il y avait la Russie qui protégeait les Balkans, donc c'était un danger aussi, et donc, y compris donc, l'Allemagne aussi qui était un peu contre la Russie d'une certaine façon. Et donc, on n'entend pas bien, monsieur, vous pouvez rapprocher le micro. Il y a eu ces rapports spécifiques entre la Turquie et l'Allemagne, du fait justement que l'Allemagne a eu certains échecs dans d'autres parties au moment de l'impérialisme colonial. Alors, je vais répondre. Hein. Oui. Les relations entre l'Allemagne et entre l'Allemagne au fin 19e et l'Empire ottoman, en fait, sont doublement stratégiques. C'est que pour les Turcs, l'Allemagne ne pose aucun problème. L'Allemagne ne demande aucun compte sur le traitement des minorités. L'Allemagne n'a pas d'intérêt direct dans l'Empire ottoman. En revanche, les Français, les Anglais, oui, et les Russes, n'en parlons pas. Il y a une tradition de guerre entre l'Empire ottoman et l'Empire russe. Mais du côté allemand, la Turquie, enfin l'Empire ottoman, c'est un espace de pénétration stratégique qui permet de contourner à la fois la Russie et l'Angleterre avec le canal de Suez. Et d'où l'idée complémentaire de créer un partenariat stratégique entre les deux empires, puisque quelque part l'Allemagne se cherche un espace impérial, comme les Anglais en ont un, les Français en ont un ou les Russes. Et donc les Allemands vont essayer de pénétrer l'espace ottoman pour justement à la fois satisfaire l'Empire ottoman, gêner, contrarier les Anglais et les Russes, et en même temps disposer d'un espace stratégique. Et la matérialisation de ces partenariats, c'est ce qu'on a appelé le Bağdat-Bahn, c'est-à-dire la ligne de chemin de fer entre Berlin, Byzance et Bagdad, qui existe encore aujourd'hui, et qui va traduire cette coopération. Et bien entendu, les Anglais vont être opposés à cette ligne de chemin de fer, avec Laurence d'Arabie et d'autres également. Les Russes ne voient pas ça d'un bon œil. Alors les Russes, parce qu'ils ne veulent pas voir les Allemands dans la région, et ils ne veulent pas voir l'Empire ottoman s'industrialiser autrement que par leurs propres capitaux. Les Anglais, eux, voient dans cette ligne de chemin de fer un problème pour le canal de Suez et l'Empire des Indes. Donc forcément, il y a une rivalité. Et du côté allemand, on va aller même plus loin, puisque le rapprochement entre le Kaiser et le sultan va se traduire par plusieurs visites officielles, donc du premier à Constantinople, et notamment l'assistanat de l'armée allemande dans la modernisation de l'outil militaire ottoman. C'est-à-dire qu'à partir des années 1880-90, l'armée ottomane est une armée sous commandement allemand. Et en 1914, lorsque la guerre éclate, jusqu'à la fin, le gouvernement jeune turc a hésité entre
l'alliance avec les Anglais, parce qu'il y avait une tradition quand même anglophile à Constantinople, et l'alliance avec l'Allemagne. Bon, finalement, on a vu ce que ça a donné, mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'en 14, ni les Russes, ni les Français, ni les Anglais n'envisagent de faire la guerre à l'Empire ottoman. C'est l'Empire ottoman, par son alliance voulue avec les Allemands, qui est entré en guerre, je dirais, alors que les ennemis, la Russie, qui n'avait pas envie d'une guerre avec l'Empire ottoman, parce qu'un front avec l'Allemagne, ça suffisait, mais deux, c'était un petit peu lourd, et les Français et les Anglais n'avaient vraiment pas l'intention de se battre contre l'Empire ottoman. Et les Turcs ont tiré les leçons de cette erreur de 14 en préconisant la neutralité en 1939. Neutralité décidée assez tardivement quand même dans le conflit, dans la Deuxième Guerre mondiale, mais... Oui, parce que, souvenez-vous, au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés donnent l'ordre à l'instruction à l'ensemble de la communauté internationale. Si vous voulez participer à la conférence de San Francisco, qui va être le préambule des Nations Unies, vous devez déclarer la guerre aux forces de l'Axe jusqu'au, je crois que c'était 3 mars ou 27 mars. La Turquie déclare la guerre à l'Allemagne nazie fin février ou début mars 1945. Merci à Gaïs de cet éclairage sur les raisons du premier conflit mondial. Parce qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui, aucun historien n'a véritablement pu affirmer comment et pourquoi la Première Guerre mondiale a éclaté. L'histoire de l'assassinat de l'archiduc est un peu farfelue et tout le monde convient aujourd'hui que ça n'est pas le démarrage véritable, la raison véritable du début de la Première Guerre mondiale. On est assez sûr aujourd'hui qu'en fait la Première Guerre mondiale a bien commencé à cause de cette alliance entre l'Allemagne et la Turquie ou la fin de l'Empire ottoman de l'époque. Donc la Première Guerre mondiale est quasiment née là-bas. À cause de cela, je pense que ça permet de revenir un peu sur les raisons et les origines de l'effondrement de l'Empire ottoman et de la fondation de la République turque. Si vous avez d'autres questions, on peut encore en prendre une peut-être, et puis je pense que sinon le débat se poursuivra sous d'autres formes avec d'autres spécialistes et invités dans d'autres forums. Donc voilà, j'espère qu'on vous a suffisamment éclairé. David, Selim Sayers, Gaïd Minassian, Étienne Copeau, et merci à vous tous d'être aussi attentifs, nombreux et assidus à ce très beau festival de Douarnenez. Merci, bonsoir.